À première vue, on pourrait croire à un immense chantier bulldozer, grue et béton à perte de vue. Mais en réalité, il s'agit de la construction par la Chine de son premier grand canal depuis plus de 1000 ans, et pas n'importe où. À travers certains des terrains les plus accidentés du sud de la Chine, vous avez sans doute déjà constaté la rapidité avec laquelle le pays construit des ponts enjambant des vallées entières des voies ferrées traversant les montagnes. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un projet différent. Voici le canal de Pinglu, l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire récente de la Chine. Long de 134,2 km, un peu plus de 83 miles. Il reliait le réservoir de Xin à Hangzhou au fleuve Xinjiang, qui se jette dans le golfe de Babou. C'est cette dernière connexion qui confère au canal toute son importance. Elle transforme des régions enclavées au cœur du Guangxi en de potentiels pôles d'exportation. La Chine possède une longue tradition de construction de canaux artificiels. Le plus célèbre, le Grand Canal, s'étend sur plus de 1,700 km et a contribué à l'essor économique du pays pendant des siècles. Il permettait d'acheminer les céréales des terres fertiles du sud vers les capitales politiques du nord et a joué un rôle clé dans l'unification du réseau de transport national sous les dynasties Sui et Tang. Mais après cet âge d'or de la construction de voies navigables, la Chine a largement réorienté ses priorités. Les routes, les chemins de fer et le transport aérien ont pris le pas sur le transport fluvial, surtout après le XXe siècle. Le transport fluvial est passé au second plan. Pendant plus de 1000 ans, aucun nouveau canal artificiel d'envergure n'a été construit dans le pays. Alors pourquoi relancer cette idée aujourd'hui? Parce que le paysage économique chinois a évolué. Si la côte est demeure un pôle industriel majeur, les provinces du centre et de l'ouest comme Chongqing, le Guizhou et le Sichuan connaissent une croissance rapide. Ces régions sont éloignées de la mer et l'acheminement des marchandises des usines jusqu'au port comme Shanghai ou Shenzhen est long et coûteux. Un canal offre une alternative plus efficace. C'est moins cher que le rail, moins énergivore que le camion, et cela permet de transporter d'énormes quantités de marchandises. C'est pourquoi le canal de Pinglu ne se contente pas de faire revivre une vieille tradition. Il s'agit de résoudre un problème très moderne. Et tout comme le Grand Canal a jadis transformé l'économie intérieure de la Chine ancienne, celui-ci est construit pour connecter une nouvelle région du pays au marché mondial. Mais ce projet ne se résume pas à couler du béton. Il s'agit de logistique, de stratégie d'économie et peut-être aussi d'un peu de politique. Sur le papier creusé, un canal de 134 km à travers montagnes et collines semble disproportionné, surtout dans un pays qui possède déjà certaines des autoroutes les plus fréquentées et le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus performant au monde. Mais il ne s'agit pas de construire un ouvrage spectaculaire. Il s'agit de résoudre un problème logistique bien réel. Une grande partie de l'ouest et du sud-ouest de la Chine, des régions comme le Guangdong, le Yunnan et le Sichuan, regorgeant d'industries. On y trouve des usines, des mines de charbon, des aciéries, des cimenteries. Mais toutes ces régions ont un point commun, elles sont enclavées. Acheminer des marchandises de ces régions vers les ports de la côte, et comme Shanghai ou Shenzhen, peut représenter un trajet de plus de 1,0 km. C'est lent, c'est coûteux. Cela dépend fortement d'infrastructures ferroviaires et routières saturées. Le canal de Pinglu change la donne. Il offre à ces provinces intérieures une voie navigable directe vers la mer via le golfe de Babou dans le sud du Guangxi. C'est un atout majeur pour les entreprises qui transportent des marchandises en vrac pour lesquelles même de faibles économies sur le transport peuvent faire la différence entre profit et perte. Et il ne s'agit pas simplement d'une solution logistique. Cela fait partie d'une stratégie bien plus vaste. Le canal joue un rôle clé dans le nouveau corridor commercial terrestre et maritime international de la Chine. Une stratégie qui relie les voies ferrées, les autoroutes et désormais les canaux, notamment dans les régions occidentales sous-développées. L'objectif est de leur donner un accès direct à l'Asie du Sud-Est et aux marchés mondiaux. Tout cela semble impressionnant, mais comprendre concrètement comment un tel système fonctionne demande bien plus que de regarder quelques vidéos. C'est là qu'intervient notre sponsor du jour, Brilliant. Brilliant vous aide à progresser chaque jour grâce à des milliers de leçons interactives en mathématiques, sciences, programmation, analyse de données et intelligence artificielle. Vous ne vous contentez pas de regarder des cours magistraux.
Vous résolvez des problèmes, testez des idées et apprenez par la pratique. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les écluses, comment l'énergie circule dans les systèmes ou comment aborder les problèmes comme un ingénieur Brilliant est fait pour vous. Vous pouvez essayer Brilliant gratuitement pendant 30 jours en utilisant mon lien et vous bénéficierez également de 20% de réduction sur 1 an d'abonnement premium. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le code QR à l'écran pour commencer. Revenons-en à notre sujet. Depuis des décennies, la majeure partie du commerce et des investissements se concentre dans les villes de l'Est de la Chine. Ce corridor vise à rééquilibrer ce déséquilibre en offrant aux provinces de l'Ouest un accès plus rapide et moins coûteux aux marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est. Le transport maritime consomme environ 5 fois moins de carburant par tonne de marchandises que le transport routier. Cela se traduit par moins d'émissions, une consommation de carburant réduite et une chaîne d'approvisionnement plus durable. Pour un pays qui s'efforce de moderniser son secteur logistique, c'est un point crucial. Se pose ensuite la question de la redondance. La plupart des exportations chinoises transitent par une poignée de ports côtiers. Si ces derniers venaient à subir des perturbations dues aux conditions météorologiques, à la congestion ou à des facteurs géopolitiques, disposer d'une alternative terrestre comme Pinglu permettrait au pays de mieux maîtriser ses routes commerciales. La construction a officiellement débuté en août 2023 pour un budget total estimé à environ 10 milliards de dollars. Sa mise en service est prévue pour 2026 et une fois opérationnel, il permettra aux navires de circuler entre les usines intérieures et les ports internationaux sans avoir besoin d'emprunter la moindre autoroute ou voie ferrée. Le canal est également conçu pour accueillir des navires jusqu'à 50 tonnes, généralement utilisés pour le transport de marchandises en vrac. À pleine capacité, il devrait acheminer plus de 95 millions de tonnes de marchandises par an, soit environ le double du volume traité par le canal de Panama à ses débuts. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente le poids de 950 zéro-wagons de marchandises chargés à bloc. Et contrairement aux rivières qui sont à la merci des courants naturels et des crues, ce canal a été conçu de A à Z, contrôlé, planifié et construit dans un souci d'efficacité. Cependant, la construction d'un canal aussi vaste est une tâche colossale, surtout sur un terrain accidenté. Le canal de Pinglu traverse montagnes, collines, rivières et villages. Il a fallu dévier des routes, reloger des habitants et remodeler le paysage de manière à la fois massive et précise. L'un des principaux défis d'ingénierie réside dans les dénivellations entre les différentes sections du canal. C'est pourquoi le projet comprend 3 grandes écluses qui fonctionnent comme des ascenseurs à bateau. La plus grande d'entre elles, l'écluse de Tianang, sera la plus grande écluse jamais construite en termes d'économie d'eau. Elle est conçue pour permettre le passage de navires imposants malgré d'importantes variations de dénivellation tout en minimisant les pertes d'eau. Un atout crucial dans cette région où les sécheresses saisonnières peuvent engendrer des pénuries d'eau. Les écluses traditionnelles gaspillent d'énormes volumes d'eau à chaque passage. L'écluse de Tianang est conçue pour recycler la majeure partie de son eau, réduisant ainsi considérablement la consommation. Le tracé du canal comprend également plus de 90 ponts et plus de 40 km de terrain excavé, dont plusieurs sections rocheuses profondes. Dans certaines zones, on retire jusqu'à 13 millions de mètres cubes de terre, soit l'équivalent de plus de 5 piscines olympiques. Et contrairement aux anciens canaux, celui-ci est construit selon des normes modernes, digues, renforcés systèmes automatisés de gestion de l'eau et intégration avec les technologies intelligentes. Plateforme logistique. Des milliers de travailleurs sont sur place. Des dizaines d'engins lourds, excavatrices, dragues et pompes à béton fonctionnent 24 heures sur 24. Coordonner l'ensemble de ces éléments sur un corridor aussi long et étroit représente un véritable défi d'ingénierie. Le résultat sera un canal fonctionnant davantage comme une autoroute que comme une voie navigable traditionnelle, capable de gérer un trafic important de manière efficace et fiable avec un minimum d'entretien.
C'est un mélange de force brute et de coordination technologique, une approche typiquement chinoise pour les méga-projets. Mais comment se compare-t-il aux autres canaux célèbres du monde? Quand on pense aux canaux qui ont révolutionné le transport de marchandises, deux noms reviennent souvent: Panama et Suez. Ces canaux relient des océans. Le canal de Pinglu, lui, est intérieur et relie des fleuves à un golfe. Il ne concurrence donc pas Panama ni Suez sur le trafic maritime mondial. Mais là n'est pas la question. Alors que ces canaux permettent de gagner du temps sur le transport maritime international, le canal de Pinglu est avant tout un gage d'efficacité pour le transport intérieur. Même s'il ne bénéficie pas de la même notoriété mondiale, il est tout aussi stratégique pour la Chine que le canal de Panama l'est pour les États-Unis ou celui de Suez pour l'Égypte. Sur le plan économique, son importance pourrait même être supérieure pour les régions qu'il relie. Concrètement, comment va-t-il changer la donne? À pleine capacité, le canal de Pinglu devrait traiter plus de 95 millions de tonnes de marchandises par an. Ce chiffre est loin d'être anodin. Il représente un changement radical dans la manière dont les marchandises circulent dans le sud de la Chine. Prenons un exemple actuellement, le transport de marchandises en vrac. Des usines de de l'intérieur des terres vers les ports côtiers impliquent leur chargement sur des camions ou des trains, souvent pour des trajets de 7 cents à un 0 km. Cela représente un coût en temps et en argent, notamment pour les matériaux lourds comme le charbon, le ciment, les céréales ou l'acier. À l'inverse, le canal permettra à ces mêmes marchandises d'être acheminées directement par voie fluviale jusqu'à la côte de manière plus économique, plus rapide et avec moins d'émissions. En effet, certaines estimations suggèrent que pour certains itinéraires, ce canal pourrait réduire les distances de transport maritime jusqu'à 560 km. Cela représente une journée entière de gain sur le temps de transport. Pour les provinces intérieures de la Chine, cela pourrait être un atout majeur. Des villes comme Liuzhou et Nanning, autrefois éloignées des grandes voies maritimes, ont désormais la possibilité de devenir des pôles commerciaux régionaux. Des parcs industriels, des centres logistiques et des zones d'exportation sont déjà en projet le long du canal. Les ports du golfe de Beu, notamment Qinzhou, Fengchengong et Behending, étaient autrefois considérés comme des ports de second rang. Grâce au canal qui leur apporte un flux constant de marchandises, ils se repositionnent comme des acteurs majeurs de la stratégie commerciale chinoise. À l'échelle nationale, le canal confère à la Chine un meilleur contrôle de sa logistique intérieure. Au lieu de dépendre entièrement de quelques mégapoles de l'Est, le pays dispose désormais d'un nouveau corridor pour acheminer des marchandises vers l'Asie du Sud-Est et au-delà. Et à une époque où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont constamment sous pression, cette flexibilité est précieuse. Il y a aussi un avantage diplomatique. Le canal de Pinglu renforce les liens commerciaux de la Chine avec le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Il crée une route commerciale méridionale qui contourne certaines des voies maritimes les plus surveillées et politiquement sensibles près de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale. En bref, il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais aussi d'un levier d'influence. Cependant, les grands projets de construction comportent des inconvénients, et celui-ci ne fait pas exception. On ne peut pas creuser un canal sur 134 km sans impacter les populations et l'environnement. Commençons par l'aspect humain. Des milliers d'habitants vivant le long du tracé prévu ont été déplacés. Dans de nombreux cas, des villages entiers ont été rasés pour faire place au canal. Le gouvernement a proposé des indemnisations, mais elles ne satisfont pas tout le monde. Pour les personnes âgées en particulier, la perte de leurs terres ancestrales ou l'exil forcé de leur communauté de longue date représente bien plus qu'une simple question d'argent. Il s'agit d'identité, d'histoire et d'attachement au territoire. Certains s'inquiètent de la rapidité des relogements et de la pertinence des nouveaux logements et emplois proposés. S'ajoute à cela l'impact environnemental. Le tracé du canal traverse des zones humides, des terres agricoles, des forêts et des espaces abritant la biodiversité régionale. Cela exerce une pression sur les écosystèmes locaux des populations de poissons aux oiseaux migrateurs en passant par les réserves d'eau souterraines. Pour y remédier, le gouvernement et les équipes d'ingénierie ont mis en place plusieurs mesures de protection. Des corridors écologiques permettent à la faune de traverser le canal sans être isolée. Des écluses permettent de réduire la consommation d'eau.
Des systèmes de surveillance en temps réel suivent la qualité de l'eau, la santé de la végétation et l'activité de la faune. Des pièges à sédiments et des bassins de drainage préviennent l'érosion et l'envasement des cours d'eau avoisinants. Bien que ces caractéristiques soient prometteuses, les experts environnementaux préviennent qu'elles nécessiteront une surveillance et un entretien à long terme pour fonctionner comme prévu, notamment lors d'événements climatiques extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses. Se pose également la question de l'approvisionnement en eau. Le canal puise son eau dans le réservoir de Xi'an, situé sur la rivière Yu à Hangzhou, dans la province du Guangxi, et en saison sèche, les ressources en eau potable des communautés voisines pourraient être fortement sollicitées. Les ingénieurs affirment avoir pris en compte ce risque en construisant des réservoirs et des systèmes de dérivation. Mais, face au changement climatique, rien n'est garanti. Enfin, même si le transport maritime est plus propre que le transport routier. Une augmentation du trafic fluvial entraîne une hausse des émissions, du bruit et un risque accru de pollution accidentelle due à des fuites de carburant ou à des déversements de cargaisons en particulier dans des zones rurales et paisibles. Ainsi bien que le canal offre des avantages considérables pour le commerce, sa viabilité à long terme dépendra de la capacité de la Chine à concilier gains économiques et responsabilités environnementales et sociales. Que se passera-t-il lors de son ouverture? Une fois pleinement opérationnel. Probablement d'ici 2026, le canal de Pinglu ne se contentera pas de transporter des marchandises. Ce projet pourrait radicalement transformer la participation du sud et de l'ouest de la Chine au commerce mondial. Les autorités locales prévoient que le canal transportera des millions de tonnes de marchandises chaque année. Ce chiffre pourrait même augmenter avec l'émergence de zones industrielles de plateformes d'exportation et de parcs de production le long de son tracé. Cependant, de telles ambitions s'accompagnent de risques importants. L'une des principales préoccupations est la sous-utilisation du canal. Si les industries n'adaptent pas leur modèle logistique pour tirer pleinement parti du canal, celui-ci pourrait rester partiellement inutilisé à l'instar d'autres mégaprojets qui peinent à trouver une utilisation durable après leur achèvement. Se pose également le défi à long terme de la maintenance. Les écluses, les ponts et les systèmes automatisés nécessitent un entretien constant et maintenir la navigabilité du canal, notamment pendant les saisons sèches, implique de surveiller les niveaux d'eau et de gérer l'accumulation de sédiments tout au long de l'année. La gestion environnementale constituera un autre défi. Les autorités promettent une surveillance continue en temps réel, mais pour anticiper les changements climatiques et le stress hydrique, il faudra des investissements constants et une transparence accrue. Se pose ensuite la question de l'équilibre. Ce canal peut-il générer de réelles opportunités économiques sans nuire durablement à l'environnement ni déplacer des populations vulnérables? C'est un enjeu à long terme que les autorités locales devront gérer avec prudence. Il n'en reste pas moins que l'ampleur du projet est indéniable. La Chine entreprend ce qu'aucun autre pays ne tente à cette échelle, construire en un temps record un système de canaux intérieurs de haute technologie pour résoudre d'un seul coup des problèmes économiques et stratégiques. Alors, tout cela en vaut-il la peine? Le canal de Pinglu ne fera peut-être pas la une des journaux comme les canaux de Suez ou de Panama, mais pour la Chine, il est tout aussi important. C'est un pari de 10 milliards de dollars sur les infrastructures visant à dynamiser le commerce intérieur, à réduire les coûts de transport et à donner au pays un meilleur contrôle sur ses chaînes d'approvisionnement. Pour l'instant, la construction avance rapidement et la Chine investit massivement. Si le projet aboutit, ce canal pourrait devenir un modèle pour d'autres pays cherchant à reconnecter leur région intérieure à l'économie mondiale sans dépendre uniquement du transport routier et ferroviaire. Alors qu'en pensez-vous? Davantage de pays devraient-ils construire des canaux intérieurs pour désengorger le trafic et réduire les coûts de logistique? Ou les risques environnementaux, sociaux et financiers sont-ils tout simplement trop élevés? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous.